Mon fils m'a lancé un regard glacial et a dit ces mots. Soit tu obéis à ma femme, soit tu quittes cette maison. Je suis resté figé, sentant mon cœur se serrer. Puis, j'ai simplement souri, attrapé mon sac, et je suis parti. Sans un mot. 10 jours plus tard, 23 appels manqués. Vous connaissez ce moment où vous regardez quelqu'un que vous avez porté dans vos bras, veillé pendant des nuits de fièvre, quelqu'un à qui vous avez appris à faire ses premiers pas, et vous ne reconnaissez plus rien? C'est exactement ce que j'ai ressenti quand mon fils Julien m'a fixé droit dans les yeux et a prononcé ces paroles. Mais laissez-moi revenir un peu en arrière. Cette matinée de jeudi a commencé comme tant d'autres. Je me suis réveillé à 6 heures. J'ai préparé du café, des croissants frais achetés à la boulangerie du coin, des œufs brouillés avec du gruyère fondu qui débordait sur les bords de la poêle. La maison sentait bon, vous savez, cette odeur authentique de foyer qui fait descendre n'importe qui en courant vers la cuisine. Cette odeur de beurre chaud mélangée au café fraîchement moulu, celle qui vous ramène au dimanche d'enfance. J'étais en train de préparer l'assaisonnement pour le déjeuner, une daube provençale que je laissais mijoter doucement. Je faisais revenir des oignons dans du beurre demi-sel, regardant les morceaux devenir translucides et dorés, sentant l'arôme sucré monter dans l'air quand j'ai entendu ses talons claquer sur le carrelage de la cuisine. Ce bruit sec, régulier, presque militaire. Tac, 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 tac. Chloé est entrée dans la cuisine comme si elle entrait sur un ring de boxe, avec cette posture de quelqu'un qui s'apprête à combattre. Robe beige moulante qui épousait chaque courbe, cheveux parfaitement bruchés, avec ses reflets châtains qu'elle entretenait religieusement tous les 15 jours chez son coiffeur à 120 € la séance. Ongles impeccables, couleur rouge carmin. Pas un seul défaut visible. Elle était l'image même de la perfection superficielle, celle qu'on voit dans les magazines, mais qui semble froide au toucher. Elle a pris une cuillère dans le tiroir, l'a plongée dans ma daube qui mijotait depuis 1 heure, a goûté en fronçant déjà le nez avant même que la sauce ne touche sa langue, et a fait cette grimace. Cette expression de dégoût théâtral que je connaissais déjà si bien, celle qu'elle réservait à tout ce qui venait de moi. Ce visage que j'avais appris à redouter parce qu'il annonçait toujours une humiliation. Pierre, c'est fade, complètement fade. On dirait de la cuisine d'hôpital public. Sa voix était tranchante comme une lame. C'est insipide, sans caractère, sans rien. Comment tu peux servir ça à des gens ? Elle a jeté la cuillère dans l'évier en inox avec un bruit métallique violent qui a résonné dans toute la cuisine. Clang. Le genre de bruit fait exprès pour marquer les esprits, pour ponctuer sa colère. Tu ne peux vraiment rien faire correctement, Pierre. Même la cuisine la plus basique, tu la rates. C'est un don que tu as ou quoi ? J'ai respiré profondément. J'ai senti l'air entrer dans mes poumons, gonfler ma poitrine. J'ai compté mentalement jusqu'à 3, une technique que j'avais développée au fil des mois pour ne pas exploser. 1, 2, 3. Respire, Pierre. Ne réponds pas. Ça va passer. Ça passe toujours. Chloé, la daube est assaisonnée exactement comme je l'ai toujours faite, avec du thym de Provence, du laurier, une pointe de romarin, du sel de Guérande et du poivre de Campo fraîchement moulu. Julien a toujours adoré cette recette depuis qu'il est petit. C'était son plat préféré quand il rentrait de l'école. Justement, Pierre, justement. Elle a craché le mot comme si c'était un reproche mortel. C'est toujours pareil, toujours les mêmes plats vieillis, les mêmes recettes de grand-mère poussiéreuses, les mêmes techniques dépassées. Tu ne vois pas que les choses doivent changer, que le monde a évolué, qu'on n'est plus dans les années 1980 ? Elle a croisé les bras, me regardant de haut en bas avec ce mépris à peine dissimulé, comme si j'étais une tache sur un vêtement blanc. D'ailleurs, ce torchon que tu as laissé accroché devant la maison est ridicule, absolument ridicule. Les voisins vont penser que des gens sans classe habitent ici. Madame Leblanc d'à côté m'en a déjà parlé. Elle m'a demandé si on avait embauché du nouveau personnel de ménage. Tu te rends compte de l'humiliation ? J'ai senti une pression douloureuse dans ma poitrine, comme si une main invisible serrait mon cœur. Ce torchon, ce simple torchon en lin blanc avait des tournesols brodés à la main. Chaque point,
Chaque pétale jaune et chaque feuille verte, je les avais brodés moi-même point par point pendant les nuits d'insomnie après la mort de Claire. Quand je ne pouvais pas dormir, quand les souvenirs étaient trop lourds, quand le silence de la maison vide me hurlait aux oreilles, je brodais. C'était ma thérapie, ma façon de garder ses mains occupées et mon esprit à peu près sain. Claire adorait les tournesols. Elle disait qu'ils suivaient toujours le soleil, qu'ils étaient l'incarnation même de l'optimisme et de la persévérance. Ce torchon était tout ce qui me restait d'elle dans cette cuisine que nous avions planifiée ensemble, où nous avions ri ensemble, où elle m'avait appris à faire cette fameuse daube que Chloé venait d'insulter. Mais j'ai avalé ma salive, j'ai ravalé les mots qui me brûlaient la langue. J'ai serré les poings jusqu'à sentir mes ongles s'enfoncer dans mes paumes. Je n'ai pas répondu. Qu'est-ce que j'aurais pu dire de toute façon? Que ce torchon valait plus que tous ces vêtements de marque? Que chaque fil contenait plus d'amour que tout ce qu'elle connaîtrait jamais? Non, je me suis tu, comme toujours, comme je l'avais fait des dizaines de fois avant. C'est à ce moment-là que Julien est apparu dans l'encadrement de la porte. Mon fils unique, mon tout. Il est entré dans la cuisine avec cette expression fatiguée que je ne lui connaissais pas avant son mariage. Des cernes profonds creusaient ses yeux, presque violets sous la lumière du matin. Sa cravate était de travers, mal nouée, pendant mollement sur sa chemise froissée. Ses cheveux, autrefois toujours impeccablement coiffés, partaient dans tous les sens. Il avait l'air d'un homme qui portait le monde sur ses épaules et qui était sur le point de s'effondrer sous le poids. Il ne m'a même pas regardé correctement. Ses yeux ont juste effleuré mon visage avant de se poser sur Chloé, comme si elle était un aimant et lui un morceau de métal impuissant. Il a juste regardé sa femme, qui instantanément a adopté cette voix enfantine et plaintive, ce ton de petite fille capricieuse qu'elle réservait à leurs moments en tête-à-tête, mais qu'elle n'hésitait plus maintenant à utiliser devant moi. Comme si je n'étais plus vraiment là. Comme si j'étais devenu invisible, un simple meuble, un élément du décor. Chérie, je n'en peux plus. Je vraiment n'en peux plus. Sa voix tremblait avec une fausse émotion parfaitement calibrée. Je ne supporte plus de vivre comme ça, dans cette tension permanente, dans cette atmosphère toxique. Ton père ne respecte pas notre espace, il ne respecte pas mes affaires, il ne respecte pas mes choix, il ne respecte pas mes besoins. Il agit comme s'il était encore propriétaire de tout ici, comme si nous étions des invités dans sa maison, comme si on lui devait tout. C'est insupportable, Julien. Je suis à bout, complètement à bout. Mon cœur a commencé à battre plus fort. Boum, boum, boum. Je pouvais l'entendre résonner dans mes oreilles. Attends une seconde. Ma maison? Mes affaires? Je sentais la colère monter comme une vague brûlante depuis mon ventre jusqu'à ma gorge. Cette maison que j'avais construite brique par brique, ces affaires que j'avais achetées avec mon argent durement gagné, cet espace que j'avais créé avec mes mains calleuses et mon dos brisé, Julien a soupiré. Ce soupir long et exaspéré de quelqu'un qui est fatigué de tout, passait sa main sur son visage fatigué en fermant les yeux pendant quelques secondes, comme s'il cherchait le courage ou la patience dans un réservoir déjà vide, et a dit d'une voix monocorde, presque mécanique, « Papa, il faut qu'on règle ça maintenant, vraiment maintenant. On est arrivé au point de rupture, au point de non-retour. » Il a ouvert les yeux et m'a fixé avec une dureté que je ne lui connaissais pas. Soit tu arrêtes d'être têtu, tu acceptes que les choses ont changé ici, et tu commences à vraiment collaborer avec Chloé, à respecter ses règles, ses demandes, sa vision de cette maison. Soit tu fais tes valises et tu trouves un autre endroit où vivre. Parce que je ne supporte plus cette atmosphère. Je ne peux plus gérer cette guerre permanente. Je ne peux plus être au milieu. Tu dois choisir. Maintenant. Le monde s'est arrêté, tout s'est figé comme dans ces films où le temps se suspend, les bruits de la cuisine ont disparu, le mijoter de la daube, le tic-tac de l'horloge murale, le ronronnement du réfrigérateur, tout s'est tu. Il ne restait plus que le silence assourdissant et les mots de mon fils qui résonnaient dans ma tête comme une sentence de mort. Fais tes valises. Trouve un autre endroit. Je ne supporte plus. J'ai regardé mon fils.
J'ai vraiment regardé. J'ai cherché dans ce visage, dans ces yeux que je connaissais depuis 34 ans, une trace du petit garçon que je portais dans mes bras quand il avait peur de l'orage. Du bambin qui se réfugiait sous ma couette pendant les nuits de tempête. De l'enfant qui se réveillait en hurlant après un cauchemar et ne se calmait que quand je le serrais contre moi en lui chantant la berceuse que ma mère me chantait. Du garçon qui pleurait dans mes bras après sa première peine de cœur à 15 ans, inconsolable, persuadé que sa vie était finie. J'ai cherché l'adolescent qui passait des heures à me parler de ses rêves, de ses projets, de l'homme qu'il voulait devenir. J'ai cherché le jeune homme qui, le jour de sa remise de diplôme d'ingénieur, m'avait embrassé en pleurant de joie et avait dit devant tous ses camarades « Papa, tout ce que je suis aujourd'hui, chaque réussite, chaque victoire, je te le dois. Sans toi, je ne serais rien, tu es mon héros. » Je n'ai rien trouvé de tout ça. Absolument rien. J'ai seulement vu un étranger, un homme que je ne connaissais pas. Un homme avec le visage de mon fils, mais l'âme de quelqu'un d'autre. Quelqu'un que la vie, ou plutôt que Chloé, avait transformé en une personne que je ne reconnaissais plus. Et quelque chose de très étrange s'est passé en moi, à ce moment précis. Ce n'était pas de la colère explosive, ce n'était pas une tristesse dévastatrice, immédiate. Non, c'était autre chose. C'était une paix. Une paix glaciale, cristalline, absolue et définitive, comme quand vous lâchez enfin quelque chose que vous teniez trop serré depuis trop longtemps et que vos doigts endoloris peuvent enfin se détendre, comme quand vous comprenez enfin une vérité que vous évitiez depuis des années, que vous refusiez de voir, que vous enterriez sous des couches et des couches de déni et d'espoir. Cette vérité simple et brutale, il ne m'aimait plus comme un fils aime son père. Peut-être qu'il ne m'avait jamais vraiment aimé. Peut-être qu'il avait juste aimé ce que je faisais pour lui, ce que je lui apportais, le confort que je lui procurais. J'ai éteint le feu sous la daube qui mijotait doucement. J'ai vu la flamme bleue s'éteindre progressivement. J'ai essuyé mes mains sur le torchon au tournesol, ce torchon qui contenait tant de souvenirs et que Chloé trouvait ridicule. J'ai retiré mon tablier bleu calmement, avec des gestes lents et délibérés, je l'ai plié soigneusement comme je le faisais toujours, et je l'ai accroché à son crochet habituel près de la fenêtre. Et j'ai souri. Un petit sourire. Ce n'était pas un sourire de joie, ni même un sourire sarcastique. C'était le sourire de quelqu'un qui vient de prendre la décision la plus importante, la plus difficile et la plus libératrice de sa vie. Le sourire de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il va faire et qui n'a plus peur des conséquences. D'accord, Julien. Ma voix est sortie ferme, étonnamment ferme, plus ferme que je ne l'imaginais possible dans un moment pareil. Claire aurait été fière de moi. D'accord, tu as raison, il est temps. Il a cligné des yeux, visiblement déstabilisé par ma réaction calme. Je crois qu'il s'attendait à des protestations, à des supplications, à des larmes, à des négociations désespérées. « Papa, Il a commencé, mais je ne l'ai pas laissé finir. « Non, Julien, tu as parfaitement raison, les choses ont changé. » J'ai hoché la tête calmement. « Je vais monter prendre mes affaires. » Je suis monté à l'étage. Chaque marche me semblait plus légère que la précédente, comme si je me délestais d'un poids invisible à chaque pas. Mes jambes ne tremblaient pas, mes mains ne tremblaient pas, mon cœur battait calmement, régulièrement, marche après marche. Je montais vers ma libération. Dans ma chambre, celle que Chloé avait déjà prévu de transformer en dressing de luxe, avec des miroirs sur mesure et des étagères lumineuses pour ses centaines de paires de chaussures, j'ai ouvert mon armoire et j'ai tiré la valise de sous le lit. Ma vieille valise en cuir marron, celle qui avait voyagé avec moi depuis 40 ans. C'est drôle, comme inconsciemment, sans vraiment me l'avouer, je l'avais préparée il y a 3 jours. Comme si une partie de moi savait que ce moment arriverait. Comme si mon subconscient avait déjà accepté ce que mon cœur refusait encore d'admettre. J'ai rangé seulement l'essentiel. Mes vêtements préférés, pas tous. Juste ceux qui comptaient vraiment. Mes documents importants que je gardais dans une enveloppe Manila, mon acte de naissance, celui de Julien, l'acte de décès de Claire, mon livret de famille,
tous les papiers de la maison. La photo encadrée de Claire et moi le jour de notre mariage, tous les deux souriants devant la mairie, jeunes et pleins d'espoir. Elle portait une robe blanche simple qu'elle avait cousue elle-même et moi mon premier costume. Le chapelet en bois d'olivier de ma mère, celui qu'elle avait rapporté de son pèlerinage à Jérusalem quand j'avais 10 ans. Le livre de recettes manuscrit de Claire, avec toutes nos recettes familiales écrites de sa belle écriture ronde. Ma montre que mon père m'avait offerte pour mes 20 ans. J'ai laissé derrière tout le reste, tous les meubles que j'avais achetés, tous les objets que j'avais accumulés, toutes les décorations que j'avais choisies avec amour, tout ce qui n'appartenait pas à une vie qui recommence de zéro, tout ce qui appartenait au passé, parce qu'on ne peut pas construire un nouveau départ en trimballant tout l'ancien monde sur son dos. Je suis descendu avec ma valise qui roulait derrière moi sur le parquet en chêne que j'avais poncé et verni moi-même il y a 12 ans. Clac, 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 clac faisaient les roues. Julien était debout au milieu du salon, figé comme une statue, le teint pâle, presque gris. Je crois qu'à ce moment-là, il commençait à réaliser ce qui se passait vraiment. Je crois que finalement il n'avait jamais imaginé que je partirais vraiment, que c'était un bluff, une tentative désespérée de me faire obéir. Il pensait que j'allais m'effondrer, supplier, promettre de changer, de faire tout ce qu'il voulait. Mais non, je partais, vraiment. Chloé, installée confortablement sur le canapé blanc qu'elle avait imposé à la place de mon vieux canapé Bordeaux, feuilletait un magazine de décoration tout en essayant de cacher un sourire victorieux. Mais je le voyais. Je voyais ce petit rictus satisfait au coin de ses lèvres. Elle avait gagné. Enfin, elle m'avait chassé. La maison était à elle maintenant, ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Je me suis arrêté à la porte d'entrée. J'ai posé ma main sur la poignée en cuivre que j'avais installée moi-même. J'ai regardé autour une dernière fois, lentement, en prenant le temps de graver chaque détail dans ma mémoire. Chaque coin de cette maison racontait mon histoire. Le carrelage de la cuisine en terre cuite que j'avais choisi un par un lors d'un voyage en Provence avec Claire. Chaque carreau sélectionné pour sa couleur unique, ses nuances légèrement différentes. La fenêtre du salon que j'avais agrandie pour laisser entrer plus de lumière, parce que Claire adorait la lumière naturelle. Le parquet en chêne massif que j'avais posé planche par planche pendant 3 mois, à genoux, avec mes mains qui saignaient le soir tellement le travail était dur. Le jardin que j'avais planté pierre par pierre, fleur par fleur, arbre par arbre les week-ends pendant des années, transformant un terrain vague en petit paradis. Les murs que j'avais peints, l'électricité que j'avais refaite, la plomberie que j'avais modernisée. Chaque centimètre carré de cette maison portait mon empreinte, ma sueur, mon sang, mes rêves. J'ai regardé Julien une dernière fois. Nos yeux se sont croisés. Et pour la première fois en 69 ans de vie, pour la première fois depuis sa naissance, je n'ai pas senti ce besoin viscéral, presque animal, de protéger mon fils de tout. Ce besoin qui m'avait poussé pendant 34 ans à me sacrifier, à m'oublier, à tout donner sans jamais rien demander en retour. Non, ce que j'ai senti, c'était de la pitié. Une pitié profonde et triste. Pitié pour cet homme qui ne savait pas ce qu'il venait de perdre. Pitié pour cet homme qui pensait avoir gagné alors qu'il venait de tout perdre. Prends bien soin de la maison, Julien. Ma voix était calme, presque douce. Tu vas en avoir besoin. Il a froncé les sourcils, confus, ne comprenant pas vraiment ce que je voulais dire. Papa, Qu'est-ce? Mais je n'ai pas attendu qu'il finisse sa phrase. J'ai ouvert la porte. Le soleil de l'après-midi de juin tapait fort sur mon visage, chaud, lumineux, vivant. La rue Montmartre était silencieuse à cette heure-ci. Les voisins étaient au travail. Les enfants à l'école. Juste le chant des oiseaux et le bruissement léger des feuilles des tilleuls dans la brise d'été. J'ai marché jusqu'au coin de la rue, entraînant ma valise derrière moi sur le trottoir pavé. Chaque pas m'éloignait de ma prison. Chaque pas me rapprochait de ma liberté. Je n'ai pas regardé en arrière. Pas une seule fois. Pas un seul coup d'œil vers cette maison qui avait été la mienne pendant tant d'années.
Pas un seul regard vers la fenêtre où je savais que Julien devait me regarder partir, probablement déjà rongé par le doute et le regret. Non, je marchais vers l'avant, vers demain, vers moi. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai appelé mon vieil ami. « Alain, c'est moi. Je viens d'arriver. Je t'attends avec le café prêt, mon vieux. J'ai préparé la chambre d'amis. » Et pendant que le taxi m'éloignait vers le quartier des Batignolles où vivait Alain, pendant que je regardais défiler les rues de Lyon par la fenêtre, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très très longtemps, depuis la mort de Claire probablement. J'ai senti la paix, la vraie paix, celle qui vient de l'intérieur, celle qui ne dépend de personne d'autre que de soi-même. Parce que parfois, perdre tout ce qu'on possède est la seule façon de récupérer ce qu'on a de plus précieux. Sa dignité. Et ma dignité, après des mois d'humiliation, de silence, de compromission, venait enfin de reprendre ses droits. Mais il ne savait pas encore. Julien et Chloé ne savaient pas encore ce qui les attendait. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient que la maison était à eux maintenant. Ils pensaient pouvoir faire ce qu'ils voulaient. Ils se trompaient, lourdement. Et très bientôt, ils allaient le découvrir de la manière la plus brutale qui soit. Pendant que le taxi me conduisait loin de cette maison, loin de cette vie, j'ai commencé à me souvenir de tout. Ce n'était pas de la nostalgie douce et mélancolique. Non, c'était plutôt comme si toute ma vie se déroulait devant moi tel un film en accéléré, me montrant exactement, précisément, comment j'en étais arrivé là. Comment un homme qui avait tout construit de ses propres mains se retrouvait chassé par son propre fils. Comment l'amour inconditionnel s'était transformé en tapis sur lequel tout le monde s'essuyait les pieds. J'avais 29 ans quand je suis devenu veuf. 29 ans, un âge où la plupart des hommes construisent leur avenir avec enthousiasme, font des projets sur 30 ans, rêvent de promotion et de maisons de vacances. Moi, à 29 ans, je me suis retrouvé seul avec un enfant de 4 ans et un océan de dettes que je ne connaissais même pas. Julien n'avait que 4 ans, 4 petites années de vie. Il portait encore des couches la nuit parce qu'il ne contrôlait pas toujours sa vessie pendant son sommeil. Il suçait encore son pouce quand il était fatigué. Il appelait sa mère « Maman étoile » parce que Claire adorait observer le ciel nocturne avec lui. Chaque soir, sans exception, beau temps ou pluie, elle l'emmenait sur le balcon après le dîner, l'installait sur ses genoux, enveloppé dans une couverture, et ils regardaient les étoiles ensemble. Elle lui racontait des histoires sur les constellations. Orion le chasseur, la grande ourse, Cassiopée. Elle inventait des légendes merveilleuses qui faisaient briller les yeux de Julien. « Tu vois cette étoile là-bas, mon chéri ? C'est l'étoile de ton arrière-grand-père. Il veille sur toi de là-haut. » Julien écoutait, fasciné, en pointant son petit doigt vers le ciel. C'était un jeudi aussi quand ma vie a basculé. C'est étrange comme les pires jours de ma vie sont toujours arrivés un jeudi. Comme si cette journée de la semaine avait quelque chose de maudit pour moi. Le jeudi 14 mars 1996. Cette date est gravée au fer rouge dans ma mémoire. Je me souviens de chaque détail avec une précision effrayante. Claire était partie tôt ce matin-là pour aller à l'hôpital Édouard Herriot, où elle travaillait comme infirmière en service pédiatrique. Elle adorait son travail. Elle disait que soigner les enfants donnait un sens à sa vie, que chaque sourire d'un petit patient guéri valait tous les sacrifices du monde. Dévouée jusqu'au bout des ongles, travailleuse acharnée, honnête comme l'or. Elle se levait à 5h30 tous les matins sans jamais se plaindre. Elle embrassait Julien endormi, puis moi, prenait son café debout dans la cuisine en regardant les informations et partait prendre le tramway ligne T2 pour traverser Lyon. Elle devait rentrer pour le déjeuner comme d'habitude. On mangeait toujours ensemble le jeudi parce que c'était son jour de pause prolongée. C'était notre rituel sacré, notre moment à trois. Je préparais toujours quelque chose de spécial. Ce jeudi-là, j'avais prévu de faire des quenelles de brochet, son plat préféré, celui qu'elle réclamait depuis des semaines. Mais le téléphone a sonné avant 11 heures, une sonnerie stridente qui a déchiré le silence de la maison.
J'étais en train de jouer avec Julien dans le salon. On construisait une tour en Lego. Il riait aux éclats chaque fois qu'elle s'écroulait. J'ai décroché. Allô? Monsieur Moreau? Une voix féminine, professionnelle mais tendue. Oui, c'est moi. Ici l'hôpital Édouard Herriot. C'est au sujet de votre épouse, Claire Moreau. Mon sang s'est glacé instantanément. Mon cœur s'est arrêté de battre pendant une fraction de seconde. Qu'est-ce qui se passe? Elle va bien? Il y a eu un accident de la route sur le trajet. Un accident très grave, monsieur. Vous devez venir immédiatement. Je me souviens avoir attrapé Julien, l'avoir confié en urgence à notre voisine Madame Girard qui l'adorait et avoir couru jusqu'à l'hôpital. J'ai couru, littéralement couru pendant 20 minutes à travers toute la ville. Mes poumons brûlaient, mes jambes me faisaient mal, mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser. Mais je courais comme si ma vitesse pouvait changer quelque chose, comme si arriver plus vite pouvait la sauver. Quand je suis arrivé, haletant, en sueur, le visage décomposé, c'était déjà trop tard. Déjà fini. Déjà terminé. Un médecin en blouse blanche m'a pris à part dans un couloir blanc et froid qui sentait le désinfectant. Monsieur Moreau, je suis vraiment désolé. Nous avons tout tenté, mais les blessures étaient trop graves. Elle n'a eu aucune chance. Le choc a été trop violent. Votre épouse est décédée il y a une demi-heure. Le monde s'est écroulé. Littéralement écroulé autour de moi. Je me souviens m'être appuyé contre le mur pour ne pas tomber. Je me souviens avoir fermé les yeux très fort, en espérant que quand je les rouvrirais, tout ça ne serait qu'un cauchemar horrible. Mais non, c'était réel. Claire était morte. Claire, ma Claire, mon étoile, la mère de mon fils, la femme de ma vie, partie, envolée, disparu en une seconde à cause d'un chauffard ivre qui avait grillé un feu rouge à 100 km/h en plein centre-ville. Ils m'ont laissé la voir une dernière fois. Elle était allongée sur une civière, recouverte d'un drap blanc jusqu'au cou, paisible. On aurait dit qu'elle dormait. Ses longs cheveux châtains étaient étalés autour de son visage. J'ai pris sa main. Elle était déjà froide. J'ai pleuré. J'ai pleuré comme jamais je n'avais pleuré de ma vie. Des sanglots qui venaient du plus profond de mon être, des cris qui sortaient de mes entrailles. La douleur était physique, comme si on m'arrachait un organe vital à main nue. Et puis, alors que j'étais encore en train d'assimiler cette perte insupportable, j'ai découvert autre chose. Quelque chose qui a transformé mon chagrin en cauchemar total. Claire avait des dettes, beaucoup de dettes. Des milliers et des milliers de francs de dettes que je ne connaissais pas, qu'elle m'avait cachées, qu'elle gérait seule dans le plus grand secret. En rentrant à la maison ce soir-là, en fouillant dans ses papiers pour préparer les obsèques, j'ai trouvé les lettres. Des lettres de relance, des mises en demeure, des menaces de poursuite, des crédits à la consommation contractés pour payer les factures que mon salaire ne suffisait pas à couvrir. Des prêts personnels pour les soins médicaux de sa mère malade qui vivait en Normandie. Des retards de paiement qui s'accumulaient. Claire avait tout pris sur elle, tout géré seule, tout caché pour ne pas m'inquiéter, pour me protéger. Elle se noyait financièrement depuis des mois en silence, avec le sourire, sans jamais me demander d'aide. Total, 47 000 francs de dette, l'équivalent d'une année et demie de mon salaire à l'époque. Une montagne insurmontable, un Everest financier. Soudainement, brutalement, je n'étais plus seulement un jeune veuf dévasté par le chagrin. J'étais un jeune veuf dévasté par le chagrin, endetté jusqu'au cou, avec un petit enfant de 4 ans à élever seul, sans famille proche pour m'aider. Mes parents étaient décédés quand j'avais 20 ans, dans un accident de voiture aussi. Sans filet de sécurité, rien d'autre que mes propres mains et ma propre volonté de survivre. Vous savez ce que vous faites quand le sol se dérobe complètement sous vos pieds, quand l'abîme s'ouvre et que vous êtes en train de tomber dans le vide. Vous apprenez à voler, vous apprenez à construire dans l'air, vous n'avez pas le choix. C'est ça, ou mourir. Et j'avais Julien, mon petit Julien qui venait de perdre sa maman et qui ne comprenait pas pourquoi elle ne rentrait pas. « Papa, quand maman étoile revient, elle est où ? Je veux voir maman étoile. » Comment expliquer la mort à un enfant de 4 ans? Comment lui dire que sa mère ne reviendra jamais le border, ne lui chantera plus de chansons,
ne le prendra plus dans ses bras. J'ai trouvé un emploi dans une entreprise de construction, du travail physique, dur, épuisant. Je portais des sacs de ciment de 40 kilos toute la journée. Je creusais des tranchées, je montais des échafaudages, je coulais du béton. Mes mains, qui avant étaient celles d'un employé de bureau, sont devenues calleuses, rugueuses, crevassées. Mon dos a commencé à me faire mal en permanence, mais je travaillais. Je travaillais sans relâche, parce que je devais payer ses dettes et nourrir mon fils. Mais un seul emploi ne suffisait pas. Pas du tout. Alors le soir, après avoir récupéré Julien chez la nourrice, après l'avoir nourri, baigné, bordé dans son lit, après lui avoir lu une histoire et chanté la berceuse que Claire chantait, après m'être assuré qu'il dormait profondément, je descendais dans la cave de notre petit appartement et je travaillais le bois. Je fabriquais des meubles sur commande. Des tables, des chaises, des étagères, des bibliothèques. Je réparais des objets cassés, je restaurais des meubles anciens, je construisais de petites structures sur mesure pour les gens du quartier. Ma réputation a grandi. Les commandes se sont multipliées. Le bouche à oreille fonctionnait. Je dormais 4 heures par nuit, parfois 3, parfois 2 quand les commandes s'accumulaient. Je me levais à 4 heures du matin pour travailler encore 1 heure dans la cave avant que Julien ne se réveille. Quand Julien a commencé la maternelle à l'école Sainte-Geneviève, j'ai pris des projets de construction supplémentaires le week-end. 3 chantiers par jour, du lundi au samedi. Le dimanche était consacré à Julien uniquement. C'était sacré. On allait au parc, on faisait du vélo, on construisait des châteaux de sable, on vivait, on riait. J'essayais de compenser l'absence de Claire en étant 2 fois plus présent émotionnellement. Le soir, après avoir couché mon fils, j'élaborais des plans pour des projets de menuiserie. Je dessinais, je calculais, je commandais le bois, je préparais mes outils. Mes mains étaient tellement calleuses que je ne sentais presque plus la douleur quand je me coupais ou me cognais. C'était devenu normal. La souffrance physique était devenue mon quotidien. Mais je n'ai jamais arrêté. Jamais. Pas une seule journée. Pas une seule heure. Parce que j'avais un objectif. Un seul. Donner à Julien la vie qu'il méritait. La vie que Claire aurait voulu pour lui. Ça a duré 16 ans. 16 longues années de ce rythme infernal, 16 ans à me réveiller dans le noir complet, le corps endolori, les muscles tétanisés, le dos en feu. 16 ans à m'endormir épuisé sur mon établi, un ciseau à bois encore à la main. 16 ans à économiser chaque centime, chaque sou, chaque pièce. Je gardais tout dans une boîte à biscuits en métal que je cachais sous le matelas parce que je n'avais pas confiance dans les banques qui demandaient des frais pour tout. 16 ans à dire non à absolument tout ce qui n'était pas essentiel. Cinéma? Non. Restaurant? Jamais. Vêtements neufs pour moi? Seulement quand les anciens étaient complètement troués et irrécupérables. Vacances? Le mot n'existait pas dans mon vocabulaire. Une simple glace au parc pour moi? Jamais. Je regardais Julien manger la sienne avec un plaisir qui me remplissait plus que n'importe quel dessert. Mais Julien, lui, n'a jamais manqué de rien. Jamais. Uniforme scolaire toujours propre, impeccable, repassé. Tout le matériel scolaire nécessaire, et même plus. Les meilleurs cahiers, les meilleures fournitures, des goûters équilibrés dans son cartable tous les jours, pain, chocolat, fruits, compotes. Il étudiait à l'école privée Sainte-Marie, une excellente institution, parce que je travaillais pour le directeur en échange d'une réduction substantielle sur les frais de scolarité. Chaque samedi matin, j'allais réparer, construire, rénover quelque chose dans l'école. Une porte qui coinçait, des étagères à installer dans la bibliothèque, une estrade à construire pour la salle de spectacle. En échange, Julien bénéficiait de la meilleure éducation possible. Il avait des vêtements neufs chaque rentrée, des chaussures de qualité, un vélo pour son anniversaire, des jouets à Noël. Pas des montagnes de jouets, mais toujours quelque chose de spécial qu'il désirait vraiment. Une Game Boy, quand tous ses copains en avaient une. Un ballon de football officiel, une console PlayStation des années plus tard. Je me privais de tout pour qu'il ait ce dont il avait besoin, ce dont il rêvait. Et pendant toutes ces années, pendant ces 16 longues années de sacrifice total, j'économisais, sou par sou, billet par billet.
Je comptais mes économies tous les mois dans la cuisine après que Julien était couché. Je sortais la boîte en métal de sa cachette. J'étalais les billets sur la table. Je les comptais, je les recomptais. Et à chaque fois, quand le total augmentait même d'un tout petit peu, je pleurais. Je pleurais doucement, silencieusement, de soulagement, d'épuisement, d'espoir aussi. Je pleurais en pensant à Claire qui aurait été fière de moi. Je pleurais en pensant à l'avenir que je construisais pour Julien. Cet argent sentait la sueur. Il sentait le bois fraîchement coupé. Il sentait le ciment humide. Il sentait le renoncement absolu. Il sentait l'amour paternel le plus pur qui existe. Chaque billet représentait des heures de travail acharné. Chaque pièce représentait un sacrifice, un repas sauté, une douleur ignorée, une fatigue surmontée. Quand j'ai finalement réuni la somme nécessaire, quand j'ai compté pour la dernière fois et réalisé que j'avais assez, c'était en 2009. 195 000 €. Une fortune à l'époque. Le résultat de 16 ans de labeur ininterrompu. L'argent valait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Le pouvoir d'achat était différent. Avec cette somme, on pouvait vraiment acheter quelque chose de valable. J'ai acheté un terrain en banlieue de Lyon, dans le quartier de Saint-Priest, qui commençait tout juste à se développer. Personne n'en voulait à l'époque. Tous les agents immobiliers me disaient la même chose. « Monsieur Moreau, c'est trop loin du centre. C'est trop excentré. Il n'y a rien là-bas. Pas de commerce, pas de transport convenable. Ça ne vaudra jamais rien. Vous allez perdre votre argent. Investissez plutôt dans un appartement en ville. » Mais moi, je voyais autre chose. Je voyais du potentiel. Je voyais l'avenir. Je voyais les plans d'urbanisme de la ville qui prévoyaient de développer ce quartier. Je voyais la nouvelle ligne de tramway qui était en projet. Je voyais les écoles qui allaient être construites. Je voyais ce que les autres ne voyaient pas encore. Et j'avais raison. J'ai toujours eu un bon instinct pour ces choses-là. J'ai acheté un terrain de 700 mètres carrés pour 75 000 €. Un bon prix, une bonne affaire, un investissement intelligent. Et puis, chaque week-end sans exception, Julien et moi, on allait là-bas. Il avait 12 ans quand on a commencé. Encore un enfant, mais déjà assez grand pour aider. Il m'aidait à porter les briques, à mélanger le ciment dans la bétonnière que j'avais louée, à tenir les planches pendant que je clouais, à me passer les outils. On travaillait côte à côte, père et fils, construisant ensemble notre futur. Avec mes compétences en construction acquises pendant toutes ces années sur les chantiers, j'ai construit les fondations moi-même. J'ai creusé, j'ai coulé le béton, j'ai monté les murs porteurs. J'ai appris à poser du mortier en regardant des livres et en observant les maçons professionnels sur mes chantiers. J'ai appris à installer la plomberie en suivant des plans et en posant des questions. J'ai appris l'électricité en lisant des manuels et en étant extrêmement prudent. J'ai tout fait moi-même, absolument tout, sauf les parties qui nécessitaient légalement un professionnel certifié, comme le raccordement au gaz et l'inspection électrique finale. Mes mains, déjà si calleuses après 16 ans de travail acharné, sont devenues encore plus rêches, encore plus abîmées, crevassées profondément, durcies comme du cuir. Mes ongles étaient toujours sales, toujours cassés, toujours noirs de terre et de ciment. Mon dos me faisait tellement mal que certaines nuits, je ne pouvais littéralement pas dormir. Je restais allongé dans mon lit, les yeux ouverts, sentant chaque vertèbre hurler de douleur. Je prenais des anti-inflammatoires comme des bonbons. Mais le lendemain matin, j'étais de retour sur le chantier, parce qu'abandonner n'était pas une option. L'échec n'était pas une option. Mais chaque brique posée était une victoire personnelle. Chaque mur qui s'élevait était une promesse tenue. Chaque fenêtre installée était un pas de plus vers notre rêve. Mon fils aurait un foyer, un vrai foyer, une vraie maison. Pas un appartement exigu en location, pas un logement temporaire. Non, une maison. Et sa maison. Notre maison. Il m'a fallu 5 longues années pour terminer complètement. 5 ans à suer sous le soleil brûlant de l'été lyonnais. 5 ans à geler sous la pluie glaciale de l'hiver. 5 ans à mélanger du ciment jusqu'à avoir les bras en feu. 5 ans à peindre les murs avec une précision maniaque. 5 ans à poncer, vernir, ajuster, perfectionner chaque détail.
Parce que cette maison devait être parfaite. Elle devait durer 100 ans. Elle devait être solide comme un bunker et belle comme un palais. Quand nous avons finalement emménagé dans cette maison en juin 2014, Julien avait 19 ans. 19 ans, et toute la vie devant lui. Il venait d'être accepté à l'école centrale de Lyon pour des études d'ingénieur. Il était brillant, premier de sa classe. Mention très bien au bac. Un garçon intelligent, travailleur, respectueux, poli, mon œuvre, ma fierté, ma raison de vivre. Le jour du déménagement, quand on a franchi le seuil de la porte d'entrée pour la première fois en tant que propriétaire, Julien m'a serré dans ses bras sur le pas de la porte. Il m'a serré fort, très fort, comme il ne l'avait pas fait depuis qu'il était petit. Et il a dit, la voix cassée par l'émotion, les larmes coulant librement sur ses joues, « Papa, tu es l'homme le plus fort que je connaisse, le plus courageux, le plus déterminé. Je n'oublierai jamais tout ce que tu as fait pour moi. Jamais. Même dans 100 ans, même quand je serai vieux, je me souviendrai toujours de tous tes sacrifices, de tout ce que tu as enduré pour me donner cette vie. Je te le promets, papa. Je te le promets solennellement. » Je l'ai cru de tout mon cœur. Comment ne pas le croire? Il avait les larmes aux yeux, il tremblait d'émotion. Sa voix était sincère. Chaque mot semblait venir du plus profond de son âme. J'ai pensé que tout avait valu la peine. Chaque heure de sommeil perdu, chaque douleur physique, chaque sacrifice, tout, absolument tout, parce que mon fils était heureux. Mon fils avait un avenir. Mon fils m'aimait et me respectait. Comme j'étais naïf, comme j'étais aveugle, comme j'étais stupide de croire que l'amour filial était éternel et inconditionnel. J'ai payé ses études à l'école centrale. 1800 € par mois de frais de scolarité à l'époque, plus le logement étudiant, plus les livres, plus la nourriture, plus les transports. Total, environ 2500 € par mois, une fortune, mais je continuais à travailler, je continuais à accepter tous les chantiers qu'on me proposait. J'acceptais des quarts de nuit particulièrement bien payés. Je me tuais à la tâche. Mais Julien avait la meilleure éducation possible. C'était tout ce qui comptait. Julien a obtenu son diplôme d'ingénieur en juin 2019 avec mention. Encore une fois, je pleurais de fierté dans l'assemblée pendant la cérémonie de remise des diplômes. Mon fils, mon petit garçon, ingénieur, un vrai métier, un bel avenir. Il a trouvé un excellent emploi 3 semaines après sa graduation chez Alstom, la grande entreprise de transport ferroviaire. Il gagnait 3200 € net par mois dès le début. Une très bonne situation. Il a commencé à bien gagner sa vie, à avoir de l'argent de côté, à pouvoir s'acheter ce qu'il voulait. Et moi, j'ai continué à vivre dans cette maison que j'avais construite. La maison qui portait ma sueur dans chaque coin, mon histoire dans chaque mur, mon âme dans chaque pierre. Cette maison qui aujourd'hui, 10 ans plus tard, vaut effectivement son pesant d'or parce que le quartier de Saint-Priest s'est développé exactement comme je l'avais prévu. Les commerces sont arrivés. Les transports se sont améliorés, le tramway a été construit, des écoles ont ouvert, la valeur immobilière a explosé. Mon terrain qui valait 75 000 € en vaut aujourd'hui 700 000. La maison complète vaut facilement 1 200 000 € selon les estimations des agents immobiliers qui me démarchent régulièrement. Et c'est de cette maison que j'ai construite brique par brique avec mes mains, que mon fils venait de me chasser. Mon propre fils, le garçon pour qui j'avais tout sacrifié, pour qui j'avais renoncé à tout, pour qui j'avais souffert pendant des années. Il m'avait chassé de chez moi, de ma maison, de mon œuvre, de ma vie. C'est drôle, comme la vie nous enseigne les leçons les plus dures de la manière la plus cruelle, n'est-ce pas? On pense que l'amour parental suffit. On pense que les sacrifices seront reconnus, appréciés, honorés. On pense que donner tout crée de la gratitude éternelle. Quelle erreur monumentale, quelle naïveté pathétique. Mais Julien ne savait pas encore une chose. Une seule chose que j'avais gardée en silence pendant toutes ces années. Une information cruciale que je n'avais jamais partagé avec personne. Cette maison avait un secret soigneusement gardé, juridiquement blindé, notarialement enregistré.
Un secret qui allait tout changer dans les prochains jours, un secret qui allait transformer leur victoire apparente en cauchemar total. Et très bientôt, dans quelques jours à peine, ils allaient le découvrir de la manière la plus brutale et la plus humiliante qui soit. Chloé est entrée dans nos vies un samedi de juillet 2021, un samedi brûlant où le thermomètre affichait 37 degrés à l'ombre. Je me souviens même exactement des vêtements qu'elle portait ce jour-là. Robe éclatante, couleur corail, qui moulait ses formes comme une seconde peau. Talons aiguilles, beaucoup trop hauts pour un simple barbecue familial décontracté dans le jardin. Au moins 12 centimètres. Comment pouvait-elle marcher avec ça? Un parfum si fort, si entêtant, si chimique qu'on pouvait le sentir de loin. 5 mètres avant qu'elle n'arrive, on savait déjà qu'elle approchait. Un nuage de parfum à 300 € le flacon qui agressait les narines. Julien l'avait rencontrée lors d'un événement d'entreprise organisé par Alstom 4 mois auparavant. Un gala de fin d'année où tous les employés et leurs conjoints étaient invités. Il est rentré ce soir-là vers minuit avec des yeux brillants comme des étoiles, parlant sans arrêt, incapable de se taire, surexcité comme un adolescent. « Papa, papa, j'ai rencontré une femme incroyable ce soir, absolument incroyable. Elle est intelligente, tu sais, vraiment intelligente. Elle travaille dans le marketing de luxe. Et belle, papa, tellement belle que tous les hommes la regardaient, et talentueuse. Elle parle 4 langues couramment. 4, français, anglais, espagnol, italien. Elle a voyagé partout dans le monde. Paris, Milan, New York, Tokyo. Elle a une vie fascinante. Et elle m'a remarqué, moi. Tu te rends compte, parmi tous ces hommes, c'est moi qu'elle a choisi pour discuter toute la soirée. J'ai souri en écoutant mon fils déballer son enthousiasme. Bien sûr que j'ai souri. J'étais heureux pour lui. Mon fils était amoureux. Quelle belle chose! Quel père ne veut pas voir son fils tomber amoureux, découvrir les papillons dans le ventre, connaître cette euphorie magnifique des débuts? C'est merveilleux, Julien. Vraiment. Je suis content pour toi. Je l'ai invitée à dîner samedi prochain. Elle a accepté. Papa, tu vas l'adorer. J'en suis sûr, elle est parfaite, absolument parfaite. Parfaite. Ce mot résonnait déjà comme un avertissement dans ma tête. Les gens parfaits n'existent pas. Les gens qui semblent parfaits cachent toujours quelque chose. Mais je n'ai rien dit. Je ne voulais pas gâcher son bonheur. Je ne voulais pas être le père rabat-joie qui met en garde contre tout et n'importe quoi. Quand elle est venue dîner pour la première fois ce samedi de juillet, elle a apporté une bouteille de vin exceptionnellement chère. Un Château Margaux 2015 à 450 € la bouteille. Je l'ai su parce que j'ai vérifié le prix en ligne plus tard. Qui apporte une bouteille à 450 € pour un premier dîner chez les parents de son nouveau petit ami? Quelqu'un qui veut impressionner, quelqu'un qui veut acheter les bonnes grâces, quelqu'un qui joue un rôle. Et elle avait un sourire, mon Dieu quel sourire, éclatant, éblouissant, parfait, trop parfait. Des dents d'une blancheur irréelle, probablement blanchies professionnellement toutes les 6 semaines, des lèvres pulpeuses, brillantes, rouges, un sourire qui devait coûter une fortune en soins dentaires et produits cosmétiques. Un sourire encore plus cher que le vin, un sourire calculé, étudié, travaillé devant le miroir pendant des heures. Elle m'a fait la bise à la porte, s'est penchée vers moi avec une grâce exagérée, m'a effleuré la joue de ses lèvres, sans vraiment toucher ma peau, m'a appelé « Papa Pierre », avec cette voix excessivement douce, presque mielleuse, cette voix de petite fille gâtée qui demande un bonbon. « Papa Pierre, quel plaisir de vous rencontrer enfin. Julien m'a tant, mais alors tant parlé de vous. Il n'arrête pas. Pierre par-ci, Pierre par-là. Son père est ceci, son père est cela. Vous devez être un homme absolument merveilleux, exceptionnel même, pour avoir élevé un fils aussi extraordinaire que Julien. Vraiment, c'est rare de nos jours, vous savez. Les bons pères, les vrais pères, les pères présents et aimants. Vous êtes un trésor, un véritable trésor. Je voulais le croire. Je le jure sur la tombe de Claire, je voulais croire à cette sincérité apparente. Je voulais croire que cette femme était réellement touchée, réellement impressionnée, réellement admirative. Mais il y avait quelque chose.
quelque chose d'indéfinissable, quelque chose que je ne pouvais pas nommer précisément, mais que je sentais intuitivement. Une fausse note dans la mélodie, une dissonance subtile, quelque chose dans ses yeux qui ne correspondait pas à ses mots. C'était comme quand vous voyez un animal magnifique dans la nature, un renard roux au pelage flamboyant, magnifique à regarder, fascinant, mais vous réalisez qu'il calcule chaque mouvement, qu'il étudie le terrain, qu'il jauge les distances, qu'il planifie son attaque ou sa fuite, qu'il est toujours, constamment, en mode survie et stratégie, jamais vraiment détendu, jamais vraiment authentique, toujours en représentation. Pendant le dîner que j'avais préparé avec soin, un gigot d'agneau aux herbes de Provence, des pommes de terre grenaille rôties au romarin, une ratatouille maison, une salade verte du jardin, elle a complimenté absolument tout. Oh, papa Pierre, c'est délicieux, absolument divin. Vous cuisinez comme un chef professionnel, vraiment. J'ai rarement mangé un gigot aussi tendre et parfaitement assaisonné. Et ces herbes, d'où viennent-elles? Du jardin. Je les cultive moi-même. Et du jardin, vous cultivez vos propres herbes, comme c'est charmant, comme c'est authentique. On ne voit plus ça de nos jours. Et la maison, cette magnifique maison, elle est absolument charmante, pleine de caractère, pleine d'âme. Ses yeux parcouraient les pièces pendant qu'elle parlait. Elle a un air bien vintage. Oui, c'est ça. Vintage. Authentique. Rétro. Vintage. Ce mot m'a frappé comme une gifle. Vintage. Elle ne l'avait pas dit avec affection ou nostalgie. Elle l'avait dit comme quelqu'un qui identifie quelque chose de démodé, de dépassé, de périmé, quelque chose qui appartient au passé et devrait y rester. Vintage, comme un vieux meuble qu'on trouve au grenier et qu'on jette ou qu'on revend pour 3 francs 6 sous. Mais peut-être que je me trompais. Peut-être que j'étais trop méfiant, trop protecteur, trop parano. Peut-être que je voyais des problèmes là où il n'y en avait pas. Après tout, Julien était adulte maintenant. Il avait 27 ans, il était ingénieur, il gagnait bien sa vie, il était capable de choisir sa partenaire. Qui étais-je pour juger, pour critiquer, pour mettre en doute? J'ai remarqué comment elle touchait les objets dans le salon pendant qu'elle parlait. Ses doigts, aux ongles parfaitement manucurés, effleuraient le canapé bordeaux, glissaient sur le buffet ancien en chêne massif que j'avais restauré moi-même, caressaient les rideaux en velours que j'avais choisis avec tant de soin parce que Claire adorait le velours. Elle touchait tout, évaluait tout, estimait tout, comme un commissaire-priseur lors d'une vente aux enchères, comme quelqu'un qui fait un inventaire détaillé avant une acquisition, comme un prédateur qui marque son territoire. Quelle maison vraiment charmante, cher papa Pierre. Elle a souri de toutes ses dents blanches éblouissantes. Elle a vraiment un cachet unique. On ne construit plus comme ça aujourd'hui, c'est dommage. Tout est tellement moderne et froid maintenant. Ici, c'est chaleureux, accueillant, familial. Elle a fait une pause, ses yeux scrutant encore les moindres recoins. Bien sûr, quelques petites modernisations ne feraient pas de mal, quelques touches contemporaines pour actualiser un peu. Mais la base est excellente, vraiment excellente. Beaucoup de potentiel. Potentiel. Un autre mot qui m'a glacé le sang. Potentiel. Comme si ma maison n'était pas déjà complète, déjà parfaite telle qu'elle était. Comme si elle avait besoin d'être transformée, améliorée, modernisée. Comme si mon travail de 20 ans n'était qu'un brouillon qu'il fallait corriger. Julien ne remarquait rien, absolument rien. Il était complètement, totalement, pathétiquement à la dérive dans son océan d'amour, aveugle, sourd, inconscient. Il regardait Chloé comme si elle était la 8e merveille du monde, comme si le soleil brillait uniquement pour elle, comme si l'univers entier tournait autour de cette femme. Il buvait ses paroles. Il riait à toutes ses blagues, même les moins drôles. Il anticipait ses moindres besoins. « Tu veux plus d'eau, mon amour? Tu as froid, mon cœur? Je vais chercher ton châle. Tu es fatiguée, ma chérie? On peut partir quand tu veux ?» C'était pathétique.
Vraiment pathétique de voir mon fils si intelligent, si brillant, si éduqué, transformé en chiotte obéissant. 6 mois plus tard, par un froid matin de janvier 2022, Julien est venu dans ma chambre à 7 heures du matin, m'a réveillé avec un café, s'est assis au bord de mon lit et a annoncé la nouvelle avec un sourire jusqu'aux oreilles. « Papa, je vais me marier. Je vais épouser Chloé. Elle est la femme de ma vie, mon âme sœur, ma moitié. Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose. Jamais je veux passer le reste de ma vie avec elle. » Mon cœur a coulé, littéralement coulé dans ma poitrine comme un navire qui prend l'eau. J'ai senti un poids énorme s'abattre sur moi, une prémonition terrible, un pressentiment noir. Mais qu'est-ce que je pouvais dire? Non, ne l'épouse pas, je ne lui fais pas confiance. Quel père dit ça à son fils adulte sans preuve concrète, juste sur une intuition, un feeling, un malaise diffus? Alors j'ai avalé ma salive. J'ai ravalé mes doutes. J'ai étouffé mes craintes et j'ai serré mon fils dans mes bras en souriant du mieux que je pouvais. Si tu es heureux, Julien, alors je suis heureux. C'est tout ce qui compte pour moi. Ton bonheur. Toujours ton bonheur avant tout. Merci, papa. Merci de comprendre. Merci de me soutenir. Tu vas voir, Chloé va devenir une fille formidable pour toi. Elle t'adore déjà, elle n'arrête pas de dire combien tu es merveilleux, combien elle a de la chance d'entrer dans notre famille. Elle m'adore. Quel mensonge, quelle manipulation. Mais je n'ai rien dit. J'ai souri, j'ai hoché la tête. J'ai joué mon rôle de père compréhensif et supportif. Le mariage a eu lieu en avril 2022, un samedi ensoleillé. Grand, luxueux, ostentatoire, rempli de gens que je ne connaissais pas. 180 invités dont je connaissais peut-être 15 personnes. Tous les autres étaient des amis et collègues de Chloé, sa grande famille étendue, ses relations professionnelles. Chloé voulait absolument tout parfait. Absolument. Le mot « compromis » n'existait pas dans son vocabulaire. Elle voulait le mariage de princesse qu'elle avait rêvé depuis qu'elle avait 5 ans. Un traiteur prestigieux à 190 € par personne. Pas 170, pas 150. Non, 190 minimum, parce qu'elle voulait du homard en entrée et du bœuf wagyu en plat principal. Une décoration florale avec des fleurs importées de Hollande, d'Équateur, du Kenya, des roses de jardin anglaises, des pivoines hors saison, des orchidées rares. Total, 12 000 € juste pour les fleurs qui allaient mourir 3 jours plus tard. Un groupe de jazz live avec 8 musiciens professionnels. 15 000 € pour 4 heures de musique. Un photographe et vidéaste professionnel récompensé internationalement. 8 000 €. Une robe de mariée sur mesure d'un designer parisien. 11 000 € pour une robe qu'elle ne porterait qu'une seule fois dans sa vie. Le total s'élevait à 75 000 €. 75 000 € pour un seul jour, pour une seule fête, pour quelques heures de célébration. L'équivalent de 2 ans de mon salaire quand j'étais jeune. L'équivalent de ce que certaines familles gagnent en 3 ans. Julien est venu me voir 3 semaines avant le mariage, visiblement gêné, mal à l'aise, incapable de me regarder dans les yeux. Il fixait le sol, il se tordait les mains, il transpirait malgré la fraîcheur de mars. « Papa, je sais que c'est beaucoup d'argent, vraiment beaucoup, je sais que c'est excessif, mais Chloé... » Il a soupiré profondément. Chloé a toujours rêvé de ce mariage, depuis son enfance. C'est son jour le plus important. Elle veut que tout soit parfait, mémorable. Et moi je veux la rendre heureuse. C'est mon rôle de futur mari, non? De réaliser ses rêves. De combien as-tu besoin? J'ai demandé calmement, même si mon cœur battait déjà la chamade. Il a avalé sa salive difficilement. Sa pomme d'Adam a fait un mouvement visible. 75 000 € au total. Sa voix était à peine audible. J'ai réussi à économiser 45 000 avec mes bonus et mes économies des 3 dernières années, mais il manque 30 000. Il a finalement levé les yeux vers moi, des yeux pleins d'espoir et de honte mélangée. Je sais que c'est énorme. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander ça, mais pourrais-tu m'aider, s'il te plaît?
Je te rembourserai. Promis, chaque mois. Je te ferai un virement régulier jusqu'au dernier centime. Le lendemain matin, j'étais à la Banque Société Générale de la place Bellecour dès l'ouverture à 9 heures. J'ai retiré 30 000 € de mes économies, mon matelas de sécurité, mon coussin financier, l'argent que je gardais précieusement pour les urgences médicales, pour ma vieillesse, pour les jours de pluie qui viendraient inévitablement. Mon filet de sécurité que j'avais mis 10 ans à reconstituer après avoir tout dépensé pour la construction de la maison. Je suis rentré à la maison avec l'enveloppe Kraft remplie de billets de 50 et 100 €. Je l'ai donné à Julien qui m'attendait anxieusement dans le salon. « Tiens, 30 000 €. Papa. » Sa voix tremblait. « Je veux te voir heureux, Julien. C'est tout ce qui compte. Ton bonheur, c'est la seule chose qui a toujours compté. » Il m'a serré dans ses bras, pleurant comme un enfant. « Papa, je vais te rembourser. Je te le jure. Je te le promets solennellement. Chaque mois, sans faute. Tu peux compter sur moi. » Il ne m'a jamais remboursé. Pas un seul euro, pas un seul centime. Pas une seule fois il n'a évoqué le sujet. Comme si ces 30 000 € n'avaient jamais existé. Comme si je les lui devais. Comme si c'était normal qu'un père finance le mariage extravagant de son fils adulte qui gagnait 4 fois plus que lui. Mais c'était pour son bonheur, n'est-ce pas? Pour le plus beau jour de sa vie. Qu'est-ce que l'argent comparé au sourire de son enfant? Quelle connerie, quelle stupidité monumentale, quelle naïveté pathétique de ma part. Au mariage, Chloé était effectivement rayonnante, éblouissante même. Une vraie princesse de conte de fées, robe en dentelle française avec une traîne de 4 mètres qui nécessitait 2 demoiselles d'honneur pour la porter. Voile en tulle parsemé de milliers de perles Swarovski cousues à la main. Maquillage professionnel impeccable réalisé par un maquilleur vedette venu spécialement de Paris. Coiffure élaborée avec des extensions de cheveux naturels et des fleurs fraîches entrelacées. Bijoux en diamant empruntés à sa grand-mère. Elle brillait. Littéralement brillait sous les lumières comme un sapin de Noël. Moi, dans mon costume bleu marine simple, acheté aux Galeries Lafayette en solde pour 350 €, mon premier costume neuf depuis 15 ans, je me suis assis au 2e rang de l'église Sainte-Blandine. 2e rang, pas premier. Le premier rang était réservé aux parents de Chloé. Apparemment, dans leur tradition familiale, les parents de la mariée avaient la place d'honneur. Alors je me suis assis derrière, discrètement, humblement. J'ai regardé mon fils épouser cette femme. J'ai regardé Julien dire « oui » avec une conviction absolue, une certitude inébranlable. J'ai regardé Chloé dire « oui » avec un sourire triomphant qui m'a glacé le sang. Et j'ai essuyé discrètement quelques larmes qui coulaient malgré moi. Je pleurais, pas de joie. Non, je pleurais de peur. De prémonition, de tristesse anticipée. Je pleurais parce que je savais au plus profond de mon être que ce mariage était une erreur monumentale, que cette femme allait détruire mon fils, qu'elle allait détruire notre relation, qu'elle allait tout détruire. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Rien, absolument rien, juste regarder le train foncer vers le mur et espérer que je me trompais. Spoiler, je ne me trompais pas, pas du tout. J'avais même sous-estimé l'ampleur du désastre à venir. Les premiers mois après le mariage ont été relativement calmes, trompeusement calmes. Le calme avant la tempête, le silence avant l'ouragan. Il vivait avec moi dans la maison. C'était logique, non? La maison avait 4 chambres, amplement assez d'espace. Julien vivait ici depuis sa naissance. Pourquoi déménager? Pourquoi payer un loyer ailleurs alors qu'on avait tout le confort ici? Économiquement, ça ne faisait aucun sens de partir. Chloé était polie pendant ses premiers mois, presque agréable même. Elle aidait occasionnellement aux tâches ménagères. Pas régulièrement, pas vraiment, mais elle faisait semblant. Elle chargeait parfois le lave-vaisselle, elle pliait parfois une lessive, elle passait parfois l'aspirateur dans sa chambre, et elle me complimentait. « Papa Pierre, ce rôti est absolument délicieux. »« Papa Pierre, vous avez fait un travail magnifique dans le jardin. »« Papa Pierre, merci de nous accueillir chez vous, c'est vraiment généreux. » Je pensais que peut-être, juste peut-être, je l'avais mal jugée, que peut-être elle était vraiment une bonne personne.
que peut-être mes craintes étaient infondées, mes doutes injustifiés, mes inquiétudes exagérées, que peut-être j'étais juste un vieux paranoïaque méfiant envers toute femme qui s'approchait de son fils. Mais alors, lentement, progressivement, insidieusement, les choses ont commencé à changer. Si lentement que je ne l'ai pas vraiment remarqué au début. Comme de l'eau qui chauffe degré par degré. Vous ne remarquez pas quand elle passe de 23 à 24 degrés, ni de 24 à 25. Mais soudainement, vous réalisez que l'eau bout et que vous êtes en train de cuire vivant. D'abord, il y a eu les commentaires subtils, ces petites piques déguisées en suggestions amicales. « Papa Pierre, vous ne pensez pas que cette nappe est un peu fatiguée ? Elle a l'air vraiment usée. Vous pourriez peut-être la remplacer. Il y a de si jolies nappes modernes chez Zara Home, pas chères du tout. » Ou « Ces plantes sur la terrasse donnent un aspect un peu désordonné. Vous ne trouvez pas ? Un peu fouillis, trop chargé. Moins c'est plus, comme on dit en design. Vous pourriez peut-être en enlever quelques-unes pour créer un espace plus épuré, plus zen. » Ensuite sont venues les suggestions plus directes, les demandes formulées comme des évidences absolues. « Julien, chéri, nous devons vraiment moderniser cette maison. Absolument. Elle est si démodée, si années 90. Tes clients viennent parfois ici pour des réunions de travail à domicile, non? Nous devons présenter une image plus professionnelle, plus contemporaine, plus en phase avec ton statut d'ingénieur senior. » J'ai senti chaque mot comme une petite coupure invisible, mais terriblement douloureuse, comme des coups de rasoir qui ne saignent pas immédiatement, mais qui font mal plus tard, beaucoup plus mal. Ma maison était démodée, ma maison que j'avais construite avec amour, ma maison qui reflétait mes goûts, mon histoire, mon âme, démodée, pas assez bien, indigne du statut de mon fils. Et puis, un dimanche matin de septembre 2022, 6 mois après le mariage, j'ai entendu une conversation que je n'aurais jamais dû entendre. Une conversation qui m'a ouvert les yeux brutalement. Ils étaient dans leur chambre. La porte était entr'ouverte. Je passais dans le couloir avec un panier de linge propre que je venais de repasser. Leurs vêtements, que je lavais, que je repassais, que je pliais, gratuitement, parce que j'étais gentil, parce que je voulais aider. La voix de Chloé sonnait irritée, agacée, exaspérée. « Julien, cette maison ressemble à un musée poussiéreux, un musée de meubles vieux, fades et sans aucun style. Décoration complètement datée des années 90. Ce canapé bordeaux horrible. Comment peux-tu supporter de vivre comme ça, dans ce décor déprimant ?» Je me suis figé dans le couloir, complètement figé comme une statue. Mon cœur a cessé de battre pendant une seconde. Je tenais le panier de linge propre, encore chaud, de la sécheuse, fraîchement sorti du fil à linge où il avait séché au soleil. Leurs vêtements, que je venais de passer 2 heures à repasser méticuleusement. Julien a ri, il a ri, mon fils a ri. Pas un rire joyeux. Un rire gêné, embarrassé, complice. « Ah, mon amour, mon père adore ces vieilles choses démodées. Tu sais comment sont les gens de sa génération. Ils s'attachent sentimentalement à des objets qui n'ont plus aucune valeur. Elles ont une valeur sentimentale pour lui. C'est tout ce qui compte pour eux. Les souvenirs, le passé, tout ça. La valeur sentimentale ne paie pas les factures, Julien. » La voix de Chloé était tranchante comme une lame de rasoir. Et elle n'impressionne certainement personne. Tes collègues, tes supérieurs, tes clients potentiels qui viennent ici. Qu'est-ce qu'ils pensent quand ils voient cet intérieur complètement dépassé? Ils pensent que tu n'as aucun goût, aucun sens esthétique. Qu'est-ce que ça dit de toi professionnellement? J'ai senti ma poitrine se serrer douloureusement, comme si une main invisible compressait mon cœur. Mais je n'ai pas bougé. Je n'ai rien dit. Je suis resté là, paralysé, écoutant ma belle-fille démolir systématiquement tout ce que j'avais créé et mon fils acquiescer passivement. J'ai continué jusqu'à ma chambre comme un zombie. J'ai fermé la porte silencieusement. Je me suis assis au bord de mon lit, j'ai regardé autour de moi.
Chaque objet dans cette pièce, dans cette maison, avait une histoire. Le lit en chêne massif que j'avais construit de mes propres mains pour notre 10e anniversaire de mariage. La commode que Claire et moi avions achetée dans une brocante et restaurée ensemble pendant 3 week-ends. Les rideaux que j'avais choisis parce qu'ils étaient exactement de la couleur préférée de Claire. Le tapis que nous avions ramené de notre unique voyage en Turquie. Mais pour Chloé, ce n'étaient que des vieilleries démodées sans valeur, des déchets encombrants, des obstacles à son projet de transformation totale. C'est à ce moment précis que j'ai compris une vérité terrible, irréfutable, dévastatrice. Chloé n'était pas entrée dans nos vies par amour pour mon fils. Elle était entrée par ambition pure, par calcul froid, par stratégie délibérée. Elle voulait quelque chose, et ce quelque chose, c'était cette maison. Ma maison, mon œuvre, mon héritage. Mais ce n'était que le début de mon cauchemar, le tout début, parce que ce qui allait suivre serait 1000 fois pire. La transformation de la maison a commencé 3 mois après cette conversation que j'avais surprise. Octobre 2022. Mais ce n'était pas brutal. Oh non, ce n'était pas une démolition soudaine et violente. C'était bien plus insidieux que ça. C'était comme un poison lent, méthodique, qui tue petit à petit, cellule par cellule, sans que vous ne vous en rendiez vraiment compte, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous êtes déjà mort à l'intérieur. D'abord, il y a eu le canapé, mon canapé Bordeaux. Ce magnifique canapé en velours couleur lit de vin que j'avais acheté en 2015 chez un artisan tapissier de la Croix-Rousse, payé en 12 fois sans frais, 1 200 € au total. Je me souviens parfaitement du jour où il est arrivé. C'était un samedi après-midi ensoleillé de juin. Le livreur et moi l'avions monté difficilement dans les escaliers. Il était lourd, massif, solide, de la vraie qualité. Pas de cette camelote Ikea qui s'effondre au bout de 2 ans. Julien, qui avait 23 ans à l'époque, m'avait aidé à le déballer. On avait ri ensemble en enlevant le plastique protecteur. On l'avait positionné ensemble dans le salon, essayant différents angles, différentes positions, jusqu'à trouver l'emplacement parfait. « C'est magnifique, papa !» Il avait souri en s'y asseyant pour la première fois. Tellement confortable. Il s'adapte parfaitement à la pièce. La couleur est classe, vraiment classe. Ça donne du caractère au salon. On s'était assis tous les deux ce soir-là. On avait regardé un film ensemble, partagé une pizza, ri aux mêmes blagues. Un de nos derniers beaux moments père-fils, avant que tout ne change. Ce canapé avait une histoire. Chaque coussin contenait des souvenirs. Les soirs où je regardais les actualités, fatigué après une journée de travail, m'enfonçant dans ces coussins moelleux. Les dimanches après-midi où Julien s'allongeait, la tête sur mes genoux quand il avait la migraine ou simplement besoin de réconfort. Les soirées cinéma où on se blottissait tous les deux avec du popcorn maison. Les moments de lecture tranquille avec un bon livre et une tasse de thé. Des milliers d'heures de vie vécues sur ce canapé. Un samedi matin d'octobre, je suis revenu du marché de la Croix-Rousse, où j'allais tous les samedis depuis 20 ans acheter mes fruits, mes légumes, mon fromage, ma viande, chez les mêmes commerçants qui me connaissaient par mon nom. Il était 10h30, j'avais mes 2 sacs de courses remplis de produits frais, tomates bien mûres, courgettes, aubergines, un poulet fermier, du bon camembert de Normandie qui sentait divinement fort. Je suis entré dans le salon et il n'était tout simplement plus là, disparu, évaporé. À sa place trônait un canapé blanc, blanc immaculé, minimaliste, moderne, scandinave, des lignes droites et froides, aucune courbe, aucune douceur. On aurait dit un canapé de salle d'attente de dentiste ou de cabinet d'architecte ultramoderne. Froid, impersonnel, inconfortable rien qu'à le regarder. Le genre de canapé sur lequel on ne peut pas vraiment se détendre, sur lequel il faut s'asseoir droit, proprement, sans jamais s'avachir. Où est le canapé? Ma voix est sortie tremblante, malgré mes efforts pour rester calme. Mon canapé, celui qui était là ce matin quand je suis parti,
Chloé était assise dans le fauteuil près de la fenêtre, scrollant sur son iPhone dernier modèle, ongles rouges vifs glissant paresseusement sur l'écran tactile. Elle n'a même pas daigné lever les yeux, même pas un regard, comme si j'étais invisible, comme si j'étais un fantôme. Oh, ça, on l'a donné au beau-père de ma cousine Sandrine. Il en avait besoin pour sa cave aménagée. Il était tellement content de le récupérer gratuitement. Elle a continué à scroller, toujours sans me regarder. Il était trop vieux de toute façon, complètement démodé, ringard même. Cette couleur bordeaux, franchement, on se croirait dans les années 90. Celui-ci est tellement mieux, plus moderne, plus élégant, plus contemporain. La maison peut enfin respirer. Respirer? Comme si mon canapé étouffait la maison. Comme si moi, j'étouffais ma propre maison avec mes goûts, mes choix, mon existence même. Julien est entré à ce moment précis, portant plusieurs sacs de courses du supermarché Carrefour, des marques chères que je n'achetais jamais. Des produits bio hors de prix, de l'eau minérale en bouteille alors qu'on avait de la très bonne eau du robinet. « Tu aimes, papa ?» Il a souri comme si c'était la chose la plus normale du monde. Chloé l'a choisi. C'est design, non? Très moderne, très épuré. Ça change vraiment l'ambiance de la pièce. Je voulais hurler. Je voulais crier de toutes mes forces. Je voulais dire que ce canapé avait une histoire, que je l'avais payé avec mon argent durement gagné, que chaque soir je m'asseyais dessus en pensant à Claire, que c'était l'endroit où Julien venait se réfugier quand il avait besoin de moi. Je voulais leur dire qu'on ne jette pas les souvenirs des gens sans leur demander leur avis, qu'on ne vole pas les objets des autres pour les donner comme si c'était des déchets sans valeur. Mais qu'est-ce qui est sorti de ma bouche? Oui, il est joli. Un mensonge pathétique, lâche, misérable. Parce que j'avais peur, peur de créer un conflit, peur de décevoir mon fils, peur de perdre la seule famille qui me restait. Alors j'ai menti, j'ai souri, j'ai acquiescé, comme un idiot, comme un faible. Ce canapé était froid, tellement froid, pas seulement physiquement, même si le cuir blanc synthétique était effectivement glacial au toucher. Non, il était froid émotionnellement, sans âme, sans histoire, sans vie. Je ne me suis plus jamais vraiment assis dessus confortablement. Je m'y posais du bout des fesses quand j'étais obligé, mais je ne m'y sentais jamais chez moi. La semaine suivante, c'était le tour de mon atelier de menuiserie, mon sanctuaire, mon refuge, mon espace sacré. J'avais transformé la plus petite chambre de la maison, celle qui faisait 8 mètres carrés au 2e étage, en petit atelier personnel. Mes outils soigneusement rangés et classés par fonction sur un panneau perforé que j'avais installé au mur. Mes scies, mes rabots, mes ciseaux à bois, mes marteaux, mes tournevis, tous à leur place. Chacun avec sa silhouette dessinée au marqueur pour que je sache exactement où le remettre. Un système d'organisation parfait développé sur des années. Mes étagères en bois que j'avais construites moi-même, remplies de pots de vis classés par taille, de clous, de chevilles, de tout le petit matériel nécessaire. Mes projets à moitié terminés soigneusement rangés dans un coin. Une petite bibliothèque que je construisais pour la bibliothèque municipale du quartier. Un coffre à jouets que je fabriquais pour offrir au fils nouveau-né de mon voisin Monsieur Rousseau. Une table basse en chêne massif que je sculptais lentement, amoureusement, sans deadline, juste pour le plaisir de créer quelque chose de beau. C'était mon refuge émotionnel, l'endroit où je me sentais encore productif, encore utile, encore vivant. Quand le monde devenait trop lourd, quand la solitude me pesait trop, quand les souvenirs de Claire devenaient insupportables, je montais dans cet atelier. Je prenais un morceau de bois brut, je le façonnais, je le transformais, je créais. Et pendant ces heures de travail manuel, concentré, méditatif, mon esprit trouvait la paix. Mes mains calleuses savaient de quoi faire, raboter, poncer, sculpter, assembler. C'était ma thérapie, ma méditation, ma raison de continuer. Je suis revenu d'un rendez-vous médical chez mon cardiologue, contrôle de routine annuel, vers 15 heures un mercredi après-midi.
La porte de mon atelier était fermée à clé. Fermée. À clé. Verrouillée de l'extérieur avec un cadenas tout neuf que je n'avais jamais vu. Un gros cadenas en acier chromé qui brillait au soleil. J'ai trouvé ça étrange, très étrange. Personne ne fermait jamais les portes intérieures de la maison à clé. Jamais. Pourquoi? On vivait ensemble? On se faisait confiance? Enfin, normalement. J'ai frappé à la porte. Toc, toc, toc. Il y a quelqu'un? Pourquoi cette porte est fermée? Silence. Puis des pas dans l'escalier. Chloé est apparue, montant les marches avec ses éternels talons qui claquaient. Clac, 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 clac. Elle avait une clé à la main, la clé du cadenas. Mon cadenas, sur ma porte, dans ma maison. Elle a ouvert avec un sourire. Ce sourire faussement innocent qui cachait toujours quelque chose de mauvais. « Ah, papa Pierre, j'ai oublié de vous prévenir, désolé, vraiment désolé. C'est que, voyez-vous, on va transformer cette pièce en dressing pour Julien et moi. Un vrai dressing digne de ce nom, avec des étagères sur mesure, des tiroirs, des miroirs, un bon éclairage. Vous comprenez, nos vêtements sont éparpillés partout dans notre chambre actuellement. C'est le chaos total. On manque vraiment d'espace de rangement. J'ai déjà contacté un menuisier professionnel. Il vient prendre les mesures lundi prochain. Les travaux commencent dans 2 semaines. » Mon sang s'est glacé. Mes mains se sont mises à trembler. Et mes affaires? Mes outils? Mes projets en cours? Oh, ne vous inquiétez pas du tout. Elle a souri encore plus largement, comme si elle m'annonçait une bonne nouvelle. J'ai déjà tout fait ranger proprement par une entreprise de déménagement. Tout est dans le garde-meuble que Julien loue près de son travail. Celui à Vénissieux, vous savez, l'entrepôt Storage Box, box numéro 247. Tout est là, bien rangé, bien protégé, en sécurité. Vous pourrez y accéder quand vous voudrez, garde-meuble. Mes souvenirs, mon travail, mon identité, ma raison de vivre. Enfermé dans un box en métal de 3 mètres sur 3, dans une zone industrielle glauque de Vénissieux. Accessible uniquement en voiture, à 25 minutes de route, avec un code d'accès, des horaires d'ouverture restreints, des frais de location mensuels de 90 €. Chloé, ma voix tremblait. C'était mon espace, mon seul espace, le seul petit coin que j'avais vraiment à moi dans cette maison. Elle a soupiré, ce soupir exaspéré de quelqu'un qui perd patience avec un enfant capricieux qui ne comprend pas les évidences. Pierre. Elle ne m'appelait plus papa Pierre, juste Pierre, froidement. Vous ne travaillez même plus tellement le bois de toute façon. Vous êtes trop vieux pour ce genre d'activité physique intense. Votre dos, votre arthrite, vos problèmes cardiaques, c'est dangereux pour votre santé. Et nous, on a vraiment besoin de cette pièce. On manque cruellement d'espace de rangement. Nos vêtements, nos chaussures, nos sacs, nos accessoires. Tout est entassé n'importe comment. Ce n'est pas viable. Vous comprenez, n'est-ce pas? Soyez raisonnable. Nos vêtements, nos besoins. Dans ma maison que j'avais construite, où je les hébergeais gratuitement, où je payais toutes les charges, où je cuisinais pour eux, où je nettoyais pour eux. Et maintenant, ils prenaient mon dernier espace personnel pour ranger leurs fringues de luxe. Je suis allé me plaindre à Julien en fin de journée quand il est rentré du travail vers 18h30. Il était fatigué. Je le voyais à ses yeux rouges, à ses épaules voûtées, à sa démarche lourde. Penché sur son ordinateur portable ouvert sur la table de la cuisine, le front plissé par la concentration, pianotant frénétiquement sur le clavier, probablement en train de finir un rapport urgent. « Papa, s'il te plaît. » Il a levé une main fatiguée sans même me regarder. « Pas maintenant. J'ai une présentation hyper importante demain matin à 8h devant le comité de direction. Je suis vraiment sous pression, là. » « Julien, c'est important. Il s'agit de mon atelier, de mon espace, du seul. » Il a fermé son ordinateur portable d'un coup sec. Clap! Le bruit a résonné dans la cuisine comme un coup de feu. Il m'a regardé avec impatience, avec irritation même. « Papa, écoute, c'est juste une pièce. Une petite pièce de 8 mètres carrés au fond du couloir.
Tu peux travailler dans le garage si tu veux vraiment continuer la menuiserie. Il y a de la place là-bas. Ou alors dans ton garde-meuble. C'est même mieux, non? Plus d'espace, pas de poussière de bois dans la maison. Plus pratique pour tout le monde. Julien, c'était mon espace. J'ai insisté, ma voix montant malgré moi. Le seul petit coin personnel que j'avais, le seul endroit où je me sentais encore, moi. Il a soupiré lourdement. Ce soupir, le même que Chloé, exaspéré, fatigué, condescendant. Papa, s'il te plaît, Chloé essaie juste de mieux organiser la maison, de la rendre plus fonctionnelle, plus pratique pour tout le monde. Ne transforme pas ça en grande guerre dramatique, c'est juste une pièce. Juste 8 mètres carrés, ce n'est pas la fin du monde. Arrête de faire des montagnes de tout. Juste une pièce, juste mon refuge, juste ma raison de me lever le matin, juste mon identité. Rien d'important. Je n'ai plus jamais travaillé le bois après ça, plus jamais. Les projets en cours sont restés inachevés dans le box 247 à Vénissieux. La bibliothèque pour la bibliothèque municipale n'a jamais été terminée. Le coffre à jouets pour le bébé Rousseau n'a jamais été fini. La table basse en chêne massif est restée à moitié sculptée, gelée dans le temps, comme mon bonheur. Ensuite, c'étaient les plantes. Mon jardin, ma fierté, mon œuvre de 15 ans de patience et d'amour, j'avais cultivé chaque plante avec un soin méticuleux, une attention de tous les instants. Les rosiers grimpants que j'avais plantés quand Julien avait 12 ans, maintenant magnifiques, avec des roses rouges profonds qui embaumaient tout le jardin en juin, 17 pieds au total, variétés anciennes, pierre de Ronsard. Madame Alfred Carrière, New Dawn, Ghislaine de Féligonde, les lys orientaux qui venaient de boutures données par mon voisin et ami Monsieur Lambert avant sa mort il y a 5 ans. Il me les avait offerts sur son lit de mort à l'hôpital. Pierre, mon ami, je veux que tu prennes mes lys. Plante-les dans ton jardin. Comme ça, une partie de moi continuera à fleurir chez toi. J'avais pleuré en les plantant. Chaque été, quand ils fleurissaient magnifiquement, blancs et roses, je pensais à mon vieil ami. Je m'asseyais à côté d'eux, je leur parlais parfois. « Bonjour, monsieur Lambert. Vous voyez comme vos lys sont beaux cette année? Les hortensias bleues qui bordèrent l'allée, les lavandes qui embaumaient, le jasmin étoilé qui grimpait le long de la pergola, les pivoines roses qui explosaient de fleurs chaque mai, les iris violets, les dahlias multicolores. 15 ans de jardinage, 15 ans d'amour, 15 ans de vie. Je suis revenu du marché un samedi matin de novembre. Il faisait froid. Les premières gelées étaient annoncées. J'avais acheté de la paille pour protéger mes rosiers pour l'hiver, comme je le faisais religieusement chaque année depuis 15 ans. Tout avait été arraché. Tout, absolument tout. Plus un seul rosier, plus un seul lys, plus une seule lavande. Rien. Juste de la terre nue, retournée, piétinée, des trous béants là où vivaient mes plantes, des racines coupées qui dépassaient encore du sol comme des cadavres mutilés. À leur place, des pierres décoratives blanches, des galets blancs et gris disposés en motifs géométriques parfaits, des lignes droites, des angles à 90 degrés, des succulentes plantées dans des pots en béton cubique, disposées symétriquement, froidement, artificiellement. Mon jardin vivant, coloré, parfumé, chaotiquement beau, avait été transformé en exposition de design minimaliste. Mort, stérile, sans âme. Je suis resté debout devant cette désolation, la paille inutile dans les mains, incapable de bouger, incapable de respirer. C'était comme si on avait arraché une partie de mon corps, comme si on m'avait amputé. Mes jambes ne me portaient plus. J'ai dû m'asseoir sur les marches de la terrasse pour ne pas tomber. Chloé est sortie de la maison, café à la main, sourire satisfait aux lèvres. « Ah, vous avez vu, c'est magnifique, non? Tellement plus propre, plus épuré, plus moderne, plus design. » Elle a fait un geste large avec sa main manucurée. Avant, c'était tellement désordonné, fouillis, trop de couleurs, trop de plantes. Ça faisait vraiment négliger. Ça donnait une impression de laisser aller. Maintenant, c'est structuré, organisé, contemporain. Les voisins vont être impressionnés. Mes plantes, ma voix était à peine un murmure.
mes rosiers, les lys de Monsieur Lambert, 15 ans de travail. Oh, ne soyez pas si dramatique, Pierre. Elle a ri, ri. Ce n'étaient que des mauvaises herbes envahissantes. Elles prenaient trop de place, trop d'entretien, trop de travail. Maintenant, c'est facile à maintenir. Quelques coups de balai de temps en temps pour enlever les feuilles mortes. C'est tout. Pratique, fonctionnel, intelligent. Le jardinage, c'est tellement 2010. Maintenant, c'est le minimalisme. Le moins, c'est le mieux. Mauvaises herbes. Mes rosiers anciens étaient des mauvaises herbes. Les lys de mon ami mort étaient des mauvaises herbes. 15 ans de ma vie étaient des mauvaises herbes à arracher et jeter. Mais le pire de tout, ce qui m'a vraiment brisé définitivement, ce qui a franchi la ligne rouge absolue, c'était la disparition de la guitare de Claire. La guitare de Claire. Une magnifique guitare acoustique Yamaha qu'elle avait achetée avec son premier salaire d'infirmière à 23 ans. Elle l'adorait. Elle en jouait tous les dimanches après-midi. Elle s'asseyait dans le salon, Julien bébé sur ses genoux, et elle chantait. Des chansons douces, des berceuses, des classiques français, Brassens, Brel, Barbara. Sa voix n'était pas professionnelle, mais elle était chaude, sincère, pleine d'amour. Après sa mort, j'avais gardé cette guitare comme une relique sacrée. Je ne savais pas en jouer moi-même, je n'avais jamais appris, mais je la gardais dans son étui d'origine, bien protégée, dans l'armoire du salon. Parfois, tard le soir, quand la solitude devenait insupportable, quand les souvenirs me submergeaient, j'ouvrais l'étui, je regardais la guitare, je touchais doucement les cordes qui produisaient des notes discordantes, je sentais l'odeur du bois vieilli, du vernis ancien, et pendant quelques minutes, je me sentais proche d'elle. Je fermais les yeux. Je l'imaginais assise là, guitare sur les genoux, souriant, chantant, et ça me donnait la force de continuer un jour de plus. C'était tout ce qui me restait d'elle physiquement, sa dernière trace matérielle, son dernier souffle capturé dans cet objet. Un jour de décembre, j'ai ouvert l'armoire pour la voir. L'étui n'était plus là, disparu, envolé. Chloé. J'ai appelé d'une voix déjà tremblante parce que je savais déjà. Où est la guitare? La guitare de Claire? Elle était dans la cuisine, préparant son smoothie vert quotidien dans le blender à 300 € qu'elle s'était acheté. Le bruit du mixeur était assourdissant. Elle a éteint l'appareil. Ah ça? Je l'ai donné à une association caritative qui collecte des instruments de musique pour les enfants défavorisés. L'île aux instruments, je crois. Ils étaient ravis. Apparemment, ces vieilles guitares Yamaha ont une bonne réputation. Un gamin va pouvoir apprendre la musique grâce à elles. C'est beau, non? Beaucoup mieux que de rester là, à prendre la poussière, sans servir à personne. Le monde s'est arrêté. Complètement arrêté. Mon cœur a cessé de battre. Mes poumons se sont vidés d'air. Ah, tu n'avais pas le droit. Ma voix tremblait de rage, de chagrin, de désespoir. Tu n'avais absolument pas le droit de toucher à ça. C'était la guitare de Claire, de ma femme, de la mère de Julien. C'était sacré. Elle a haussé les épaules, littéralement haussé les épaules, comme si c'était un détail insignifiant. Pierre, franchement, c'était juste une vieille guitare poussiéreuse qui occupait de l'espace inutilement. Elle prenait une place précieuse dans l'armoire, et vous ne jouez même pas. À quoi ça sert de garder un instrument qui ne sert jamais? C'est absurde. C'est du gaspillage d'espace. Maintenant, quelqu'un va vraiment l'utiliser. C'est logique, c'est rationnel. C'était tout ce qui me restait d'elle. Les larmes coulaient maintenant librement sur mon visage. Je ne les retenais plus, je ne pouvais plus. Tout. Oh, arrêtez votre mélodrame, s'il vous plaît. Elle a levé les yeux au ciel avec exaspération. C'est juste un objet matériel. Claire n'est pas dans une guitare. Les souvenirs sont dans votre tête, dans votre cœur, pas dans des objets encombrants. Il faut apprendre à lâcher prise, à vivre dans le présent, pas dans le passé. C'est malsain de s'accrocher comme ça aux vieilleries. J'ai senti mes jambes faiblir, mes genoux se sont pliés. J'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas m'effondrer complètement. Les photos anciennes au mur ont disparu également quelques semaines plus tard.
Toutes ces photos encadrées de notre vie. Claire et moi, jeunes mariés, Julien bébé dans mes bras, Claire enceinte, rayonnante. Nos vacances en Bretagne, les anniversaires, les Noëls, 30 ans de souvenirs accrochés au mur du couloir. Tout est numérisé maintenant, papa Pierre. Chloé m'a montré une clé USB minuscule. Tout est là-dedans, sur cette petite clé. C'est beaucoup plus pratique, plus moderne. Vous pouvez regarder les photos sur l'ordinateur quand vous voulez. Les murs sont tellement plus propres maintenant, plus épurés. Le couloir paraît 2 fois plus grand. Plus pratique, plus moderne, invisible, effacé, numérisé, déshumanisé. J'étais en train d'être effacé de ma propre maison, systématiquement, méthodiquement, cruellement, objet par objet, souvenir par souvenir, pièce par pièce, et mon fils ne voyait rien, ou pire, il voyait et choisissait délibérément d'ignorer. La nuit, allongé dans mon lit qui était maintenant la seule chose qui me restait vraiment, je fixais le plafond pendant des heures, incapable de dormir. Je regardais autour de moi et je ne reconnaissais plus rien. La maison que j'avais construite était devenue une coquille vide, froide, blanche, impersonnelle, comme une galerie d'art contemporain, comme un showroom de magazine de décoration, belle peut-être aux yeux de certains, mais morte, sans âme, sans histoire, sans moi. J'étais devenu un étranger dans ma propre maison, un fantôme qui hantait des couloirs qui ne lui appartenaient plus. Et le pire, le plus terrible, le plus insupportable, ce n'était que le début. Parce que bientôt, très bientôt, Chloé allait exiger plus que mes affaires, plus que mes souvenirs, plus que mes espaces. Elle allait exiger ma dignité. Le changement a été si graduel, si insidieux, que je n'ai même pas remarqué le moment exact où j'ai cessé d'être le propriétaire de ma propre maison pour devenir l'employé domestique non payé. Le serviteur, le larbin, l'homme à tout faire corvéable, à merci. Tout a commencé avec de petites demandes, presque innocentes au début, tellement anodines qu'il aurait été ridicule de refuser. Papa Pierre, puisque vous allez laver votre vaisselle, vous pourriez laver aussi nos tasses du petit déjeuner? Pierre, si vous passez devant la pharmacie, vous pouvez prendre mes médicaments contre l'allergie, l'ordonnance est sur le frigo. Papa, tu peux arroser les nouvelles plantes? Je suis débordé au travail. Bien sûr que je le faisais, évidemment. J'ai toujours été du genre serviable, du genre à aider, du genre à dire oui. C'est normal d'aider sa famille, non? C'est ce que font les pères, les bons pères. Les pères aimants. Mais les demandes ont augmenté, petit à petit, imperceptiblement. Se sont multipliées, se sont transformées en exigences, en attentes, en obligations non dites, mais absolument impératives. Un matin de janvier 2023, je suis descendu prendre mon café à 6h30 comme tous les matins depuis 40 ans, et j'ai trouvé un morceau de papier sur le réfrigérateur. Une liste écrite avec l'écriture soignée et appliquée de Chloé, accrochée avec un aimant décoratif en forme de macaron parisien qu'elle avait acheté lors d'un de ses shopping trips. Tâche Pierre, 7h ans, café préparé, 3 tasses, fort pour Julien, léger pour moi, 7h30, petit déjeuner sur la table, croissants frais, beurre, confiture, fruits coupés. 10h, jardin entretenu, ramasser les feuilles, balayer la terrasse. 12h, salle de bain principale nettoyée, toilette, douche, lavabo, miroir impeccable, produits rangés. 14h, repas du midi préparé. Entrée, plat, dessert, suivre la fiche recette accrochée au mur, pas de sel ajouté pour moi, Julien veut du poisson vapeur le mardi. 16h, lessive du linge de maison, plus, repassage chemise, Julien, amidon léger sur le col. 18h30, apéritif prêt pour notre retour, planche de fromage, AOP uniquement, vin bio à température ambiante. 20h, dîner servi à table, 3 plats, vaisselle faite immédiatement après, et en bas de la liste, en lettres capitales soulignées 3 fois, merci de ne plus utiliser la machine à café après 10h. Le bruit nous réveille quand nous faisons grasse matinée le week-end. Signé Chloé Hertz.
J'ai regardé cette feuille A4 comme on regarde une sentence de mort. Je n'ai rien dit. J'ai juste pris un aimant et je l'ai laissé là, bien au centre de la porte du frigo. Puis j'ai préparé le café. 3 tasses. Fort pour Julien. Léger pour elle. Croissant frais. Fruits coupés en éventail, comme dans les magazines, parce que j'étais encore, à ce moment-là, le con fini qui croyait que l'amour d'un père pouvait tout supporter. Les mois qui ont suivi ont été une descente aux enfers lente et méthodique. Je faisais tout, absolument tout. Le ménage, les courses, la cuisine, le linge, le jardin, enfin ce qu'il en restait. Balayer les galets blancs tous les 2 jours pour que de l'espace respire. Je cirais même les chaussures de Chloé à talons. Je repassais ses culottes en dentelle à la vapeur parce que le fer abîmait le lycra. Et plus je faisais, plus elle exigeait. Un soir, elle m'a tendu une enveloppe. Dedans, un contrat de travail. Un vrai, avec mon nom dessus. Employé de maison à domicile, 35 heures semaine. Salaire, hébergement gratuit plus repas. Elle voulait que je signe. J'ai ri. Pour la première fois depuis des années, j'ai ri. Un rire sec sans joie. Elle a froncé les sourcils. C'est pour officialiser les choses, Pierre. Pour que ce soit clair pour tout le monde. Je n'ai pas signé pas, mais j'ai continué à faire le ménage. Et puis est venu le jeudi. Ce jeudi maudit où Julien m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Soit tu obéis à ma femme, soit tu quittes cette maison. » Et je suis parti. 10 jours plus tard, mon téléphone affichait 23 appels manqués de Julien, 47 messages WhatsApp, 12 mails. Je n'ai répondu à aucun. Le 11e jour, j'ai pris rendez-vous chez le notaire qui avait rédigé l'acte en 2018. Parce que oui, il y avait un secret. En 2018, quand Julien avait eu son premier CDI et que tout le monde parlait succession et impôts, j'avais fait ce qu'on appelle une donation avec réserve d'usufruit. Julien était devenu nu propriétaire. Moi, j'étais resté usufruitier viager. Autrement dit, la maison était à son nom, mais j'en avais l'usage exclusif, la jouissance totale et le droit de la louer ou d'y habiter jusqu'à ma mort. C'était écrit noir sur blanc chez Maître Bertrand, notaire à Lyon 3e. Je pouvais expulser n'importe qui de cette maison, même mon propre fils. J'ai simplement demandé au notaire d'envoyer une mise en demeure par huissier. 3 jours plus tard, à 8h17 précise, l'huissier sonnait à la porte de ma maison. Chloé a ouvert en peignoir de soie, les cheveux en bataille, croyant que c'était le livreur Sephora. L'huissier lui a tendu l'enveloppe. Commandement de quitter les lieux sous 48 heures. Propriétaire usufruitier, Monsieur Pierre Moreau. Julien a appelé. Il a hurlé. Il a pleuré. Il a supplié. Je l'ai laissé parler 3 minutes. Puis j'ai dit calmement, « Tu m'as dit de choisir. J'ai choisi. Ma dignité. » Et j'ai raccroché. 2 mois plus tard, la maison a été louée à une association qui accueille des familles afghanes réfugiées. 6 adultes, 8 enfants. Contrat de 3 ans. Loyer modéré. Cause humanitaire. Dépôt de garantie encaissé par mes soins. Julien et Chloé ont dû déménager en urgence dans un 2 pièces de 47 m² à Villeurbanne. Elle a fait une dépression. Il a perdu 15 kilos. Ils ont vendu la BMW pour payer le loyer. Moi, je vis dans un petit appartement lumineux près du parc de la Tête d'Or. J'ai repris la menuiserie. J'ai racheté une guitare Yamaha identique à celle de Claire. Je joue mal, mais je joue. Et tous les premiers du mois, je reçois un virement de l'association. Avec en objet, loyer maison Saint-Priest. Je bois mon café en regardant les tilleuls, et je souris, parce que parfois, la plus belle des vengeances, c'est de vivre heureux quand ceux qui t'ont brisé découvrent enfin ce que ça fait, d'être à la rue,